Bienvenue à tous et bienvenue à vous, Jean-Baptiste Monique. Bonjour Patrice. Bonjour, vous êtes maire de Villepreux, vous êtes vice-président de Saint-Quentin, en charge des mobilités notamment. Absolument. Et vous avez été réélu président du MoDem des Yvelines et on va parler avec vous pas mal du centre de la politique. Justement, un mot sur le MoDem dans les Yvelines. Il est quand même assez bien représenté. Vous avez un ministre. Oui, vous avez 2 députés. Ouais, absolument. Je dirais que le tournant, c'est l'élection présidentielle de 2017, au moment où Emmanuel Macron accepte cette proposition d'alliance de François Bayrou. S'en est suivi des législatives réussies, comme on le sait, dans le département des Yvelines. Et donc oui, aujourd'hui, le MoDem 78, c'est évidemment un ministre chargé de l'Europe. Jean-Noël Barrot, thématique très importante pour les centristes que nous sommes. Et puis deux parlementaires, Anne Bergantz, qui est donc la suppléante en fonction de Jean-Noël Barrot, Bruno Millienne. Je tiens aussi à rappeler que depuis les élections municipales de 2020, on a réussi à conquérir un certain nombre de municipalités. Je pense notamment à Villepreux en l'occurrence. Je pense à mon collègue Richard Delpierre au Chênay-Recancourt, qui est également vice-président du département des Yvelines. Donc le MoDem, finalement, depuis 5 ans, 6 ans, c'est une implantation territoriale et locale qui est en progression. Et donc pour nous, ça nous a permis de changer de dimension et d'être une formation politique au-delà, évidemment, des idées et des valeurs que nous défendons, mais aussi en termes d'ancrage qui est reconnu maintenant et bien implanté dans le département. Et qui correspond assez bien finalement peut-être à la sensibilité du département, non? Oui, alors le département des Yvelines, si on remonte un petit peu dans le temps, il y a beaucoup de centristes. Exactement, une fibre centriste, alors centre droit, mais globalement la sociologie se situe là. C'est un des départements où aujourd'hui le candidat, ou en tout cas la personnalité qui incarne le mieux l'espace central, c'est-à-dire le président de la République, fait toujours de très bons résultats. Aux élections européennes, aux élections présidentielles, on est au-delà évidemment de son score au niveau national. Et je me suis un peu trahi puisqu'on en parlera tout à l'heure. Mais aux élections européennes, il faut se rappeler qu'en 2019, la liste de la majorité présidentielle avait fait son meilleur score de France dans notre département. Donc ça montre que c'est une terre fertile pour les idées centristes. Pour les idées centristes. Et puis, il y a aussi... alors, ça se passe au niveau du département. Enfin... Il y a une alliance, au fond, entre des gens qui ne sont pas forcément d'accord sur le plan national, mais qui gouvernent ensemble. C'est-à-dire qu'au département, il y a des MoDem, il y a des LR, et qui travaillent ensemble. Oui, ça, je crois que c'est quelque chose, nous, sur laquelle on a toujours mis un point d'honneur, c'est de dire que les grands débats de politique nationale, aussi importants soient-ils, ne doivent pas venir perturber ce qui fonctionne sur le territoire et ce qui fonctionnait avant l'élection du président de la République et l'émergence d'En Marche, aujourd'hui Renaissance, et finalement de la composition de la majorité présidentielle telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc vous avez raison, dans les collectivités aujourd'hui, mairies et départements et intercommunalités, il y a des alliances qui se sont nouées au fil des années entre les centristes et ce que je qualifierais de droite républicaine et humaniste, comme c'est le cas aujourd'hui au département des Yvelines. Donc c'est des majorités de projets au service des habitants d'un territoire, et force est de constater que les choses se passent bien, que la parole des MoDem est évidemment écoutée, qu'on a eu l'occasion de porter en propre un certain nombre de sujets. Donc tant que les choses se dérouleront de cette façon, il n'y a pas de raison pour nous de rompre ces alliances locales. Alors il y a d'ailleurs Pierre Bédic, le président du conseil départemental, a relancé son mouvement qui s'appelle Ensemble pour les Yvelines, PY, c'est ça, en disant que il y aurait peut-être des alliances pour les prochaines municipales qui sont dans 2 ans. Donc, Oui, alors tout le monde a évidemment à l'esprit les élections municipales. Moi, j'essaye de voir ça un peu comme une course de haies. Voilà, il y a d'autres échéances. Il y a d'autres échéances avant et en premier lieu les élections européennes, mais il a raison, il faut évidemment les préparer. Nous, la façon dont on les aborde au MoDem, c'est aussi par la formation.
la formation des conseillers municipaux, des adjoints qui seront peut-être dans une logique de se présenter aux élections municipales, mais aussi de nos militants et de nos adhérents. Donc on a notre fédération des élus démocrates des Yvelines qui comporte aujourd'hui une soixantaine d'élus locaux dans le département qui propose assez régulièrement des ateliers et de la formation. Il y a une aussi soixantaine d'élus locaux, voilà. Oui, dans le département des Yvelines, dans les mairies, effectivement, en premier lieu, on est assez... voilà, en tout cas, on a évolué, le nombre a évolué depuis les dernières élections municipales. Après, je crois que pour en revenir à EPY, il y a aussi la volonté, et je la comprends, du président du département, mais pas seulement, accompagné d'un grand nombre de maires, et accompagné du président du Sénat, Gérard Larcher, oui, absolument. Je crois de vouloir aussi adresser un message à ce qui est devenu aujourd'hui LR, en tout cas dans le département, LR 78. Othman Nasrou, qui était à votre place hier même, justement, n'était pas très partisan de ce EPY, de cet ensemble pour les Yvelines. Il pense que lui, c'est à LR de donner de désigner les candidats aux municipales, notamment. Oui, alors après, ça, c'est la droite qui se débrouillera entre ces différentes composantes. Oui, on voit bien qu'il y a plusieurs tendances. Hein. Mais il y a plusieurs tendances. En tout cas, moi je crois qu'aujourd'hui, dans les Yvelines, il faut poursuivre ces logiques de rassemblement assez larges, comme je le disais à l'instant, au profit de projets pour nos territoires et nos populations. Et donc finalement, ce que propose le président du département avec ce mouvement EPY qui existait déjà, c'est pas comme s'il crée une formation politique en réaction, il le relance. Moi, je peux comprendre l'intérêt derrière. Après, investiture ou pas, on est très loin de tout ça pour le moment. Moi, je suis plutôt étonné de la ligne politique des Républicains. Et finalement, on avait quelque part un petit peu alerté là-dessus depuis quelque temps, depuis le moment où on a eu une personnalité comme Éric Ciotti, qui est quand même l'incarnation d'une droite plus dure, qui a repris les LR au niveau national. Bon, moi, quand je lis les déclarations d'Othman Nasrou au lendemain de son élection, que j'apprécie par ailleurs, on a siégé ensemble à l'agglomération de 50 ans en Yvelines, c'est évidemment pas une question de personne, mais l'axe fort de son intervention, c'est de dire mon combat, ma priorité, c'est contre la gauche. J'ai pas exactement la même vision des choses dans notre département. Je crois pas aujourd'hui que la majorité présidentielle ou même la droite soit concurrencée à sa gauche. En revanche, je suis beaucoup plus préoccupé par l'extrême droite et à mon sens, le combat des forces politiques républicaines dans lesquelles je crois normalement que les républicains figurent doit être tourné vers l'extrême droite. Ça, c'est une évidence. Comment je vais vous expliquer, puisqu'on parle justement de la stratégie de LR, ce qu'on pourrait appeler quand même une droitisation qui fait que on voit bien, il y a des gens qui étaient à LR qui passent au Rassemblement national. Il y en a une qui est numéro 2 de la liste de Jordan Bardella. Il y a un certain nombre de centristes qui étaient avec LR qui rejoignent la majorité présidentielle, avec l'UDI. Est-ce qu'il n'y a pas un rétrécissement justement de cette droite-là? Si, je crois, mais c'est principalement dû, à mon sens, au fait que la politique aujourd'hui qui est menée par le gouvernement finalement coche sur bien des points des propositions que les Républicains formulaient au moment de l'élection présidentielle avec Valérie Pécresse en tant que candidate ou des propositions de réforme qu'ils appelaient de leur vœu. Bon, ils ont été un petit peu fâchés sur l'issue du débat sur l'immigration. Mais aujourd'hui, finalement, et après je ne vais pas m'étendre sur la situation de la droite, mais je crois qu'ils sont finalement pris, pardonnez-moi l'expression, mais en sandwich, entre une partie de leur électorat qui souhaiterait finalement que les Républicains aillent sur les thèses, sur les thématiques, sur les propositions, les projets plutôt du Rassemblement national. Et donc on voit bien que finalement la ligne assez dure de LR dans le département a tendance plutôt à aller de ce côté-là, ce qui crée la réaction qu'on a évoquée à l'instant avec les ténors de la droite locale, plutôt tenant, on va dire, d'une droite gaulliste, humaniste, qui marquent leurs différences. Et ils sont pris en tenaille avec l'action du gouvernement et de la majorité présidentielle, puisqu'on voit bien que sur un certain nombre de sujets, nous avons quand même réussi à mettre en place des choses qu'ils appelaient de leur vœu.
Donc voilà, je crois que c'est aujourd'hui une véritable question existentielle et de ligne politique qui se pose au sein de la famille de la droite en France. Mais bon, à eux de trouver les réponses. Vous disiez une soixantaine d'élus locaux et puis des militants. Est-ce que c'est facile aujourd'hui de recruter des militants dans un mouvement politique à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure où tout le monde s'exprime de façon un peu différente? C'est une bonne question et je crois qu'aujourd'hui il n'y a pas une seule formation politique qui a réussi à trouver le bon format et la bonne solution. Moi, je crois pas à la crise de l'engagement. C'est-à-dire que je rencontre quotidiennement, que ce soit dans ma commune ou dans le cadre de mes fonctions militantes, des personnes, des jeunes, des moins jeunes, qui souhaitent s'impliquer. Maintenant, c'est comment est-ce qu'on arrive à passer du statut de je veux m'engager, je suis sympathisant, à je deviens membre à part entière d'une formation politique. Et c'est là où on réfléchit à plusieurs choses. Je sais qu'au Modem, il y a un projet qui est cher à François Bayrou, c'est celui d'une fédération des adhérents, une fédération Internet. C'est-à-dire de capitaliser justement sur ces nouveaux outils pour avoir des sympathisants plus actifs, mais qui ne seraient pas dans un schéma de prendre leur carte. Oui, forcément encartés, etc. Après, on arrive à des réunions sous les préaux. Et voilà, c'est ça. Alors, je pense que le terrain, de toute façon, doit continuer à se faire. C'est important le terrain. Là, on est en campagne européenne, on fait du terrain, mais au-delà des élections, il faut faire du terrain. Je vous prends un exemple. On a eu notre congrès à Blois il y a 2 semaines maintenant. Nous avions la possibilité d'y convier des sympathisants, c'est-à-dire des Yvelinois. On était plus d'une quarantaine d'Yvelinois présents au congrès à Blois, dont moins d'une dizaine qui n'avaient pas leur carte au Modem. Et je dirais que la moitié d'entre eux, en revenant du congrès, sont passés à l'acte, c'est-à-dire ont décidé d'adhérer. Et pourquoi? Et vous l'avez vu lorsqu'on a organisé la conférence sur le centenaire du centre. Voilà, vous avez organisé une conférence à Montigny. Voilà, c'est parce que à l'occasion de cet événement, mais aussi à notre congrès national qui se tenait à Blois, on a quelque part expliqué ce qu'était le centre, quelles étaient nos valeurs, notre histoire, et finalement ce qui explique aujourd'hui les combats contemporains et les enjeux sur lesquels nous sommes amenés à proposer un certain nombre d'évolutions, que ce soit sur le plan démocratique, que ce soit sur le plan de l'éducation nationale, sur le climat, sur évidemment les déficits, grand sujet aujourd'hui. C'est le grand sujet qui était celui de la campagne électorale de François Bayrou, qui a dit d'ailleurs des choses très intéressantes, on y reviendra peut-être au congrès. Et donc si vous voulez, je pense que ces personnes sont arrivées au congrès en se disant, bon, on va regarder par curiosité, mais on comprend ce qu'est aujourd'hui la parole assez singulière du centre. On comprend mieux quelle est cette culture du compromis dont on a parlé et dont vous avez parlé avec Jean-Louis Bourlange. C'est-à-dire le compromis aujourd'hui, c'est pas de la faiblesse. C'est de dire on est sur une position centrale sur l'échiquier politique et donc forcément, sans être considéré comme une force d'appoint, on est une force politique avec ses idées, ses valeurs, ses convictions, mais qui devient incontournable lorsqu'on veut très concrètement faire passer des textes, notamment dans une période où, on le sait très bien, on a une majorité relative à l'Assemblée nationale. Et donc finalement, tous ces éléments-là amènent un certain nombre de curieux à s'interroger et puis à se dire que finalement, ils se sentent pas trop mal dans cette famille politique et donc de poursuivre, ou en tout cas d'amorcer, de continuer l'aventure avec nous. Alors, il y a une image du centre comme ça qui est plutôt un mouvement d'élus bien installés. Et vous êtes un jeune élu, Qu'est-ce qui vous a fait choisir le centre, au fond ? Alors moi j'ai adhéré au Modem, je suis assez fier de dire que j'appartiens à la même famille politique depuis le début de mon engagement, même si comme vous l'avez rappelé à juste titre, il n'est pas non plus long d'un parcours de plusieurs décennies. J'ai rejoint avant la campagne présidentielle de 2012. En 2007, je suivais ça d'un œil un peu lointain et j'étais encore bien jeune pour m'engager. Pour moi c'est cette idée de troisième voie. Je rappelle qu'à ce moment-là, on est encore gouverné par le bipartisme et l'alternance entre la droite ou la gauche. Et finalement, il y avait un balancier assez naturel qui se faisait, où on avait la gauche au pouvoir, on n'était pas satisfait des résultats, on repassait à droite, etc. etc. Mais finalement, avec une c'est un des discours de François Bayrou de dire, voilà, on ne va pas passer comme ça éternellement de la droite à la gauche, de la gauche à la droite. Il y a peut-être des gens qui peuvent travailler ensemble. Il y avait déjà cette idée-là. Hein. Absolument. Et dans cette idée-là, il y a cette idée de troisième voie qui n'est pas réellement le en même temps d'Emmanuel Macron. C'est pas tout à fait pareil. C'est pas pareil. C'était pas
de dire on est un peu à droite, un peu à gauche. Il y avait même une sorte d'autonomie, hein, enfin plus forte du centre. Hein, c'est ça. C'est autonomie, liberté, indépendance, mais on est en capacité de travailler avec et avec. Et ça, je crois que ça c'est intéressant. Et il y a une autre raison liée à nos institutions, mais finalement qui rejoint cette idée de dire on a besoin d'un renouvellement démocratique dans notre pays, une proposition pour laquelle je me suis engagé au MoDem, et je crois qu'on est sur le point, Patrice, finalement, d'arriver dans les prochains mois, je l'espère, à ce qu'elle se concrétise, c'est la proportionnelle, au moins une dose de proportionnelle. Au Congrès à Blois, Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, est favorable. Hein, est favorable, alors qu'elle n'est pas du MoDem, hein, je le rappelle. Justement, en un mot, si vous deviez dire la différence entre le MoDem et Renaissance, par exemple. Plusieurs choses. C'est-à-dire entre les macronistes historiques, si je peux dire, enfin les soutiens de Macron, et puis le MoDem qui s'est rallié avec François Bayrou à Macron. Et je réponds à votre question sans jugement, évidemment, puisque En Marche, Renaissance a une culture et une formation, évidemment, beaucoup plus récente. Oui. Renaissance En Marche s'est structuré autour d'une personnalité, Emmanuel Macron, et autour du projet présidentiel qu'il portait en 2017, remis au goût du jour, évidemment, et adapté pour l'élection présidentielle de 2022 pour le second mandat. C'est-à-dire que la question existentielle même de Renaissance, à mon sens, va se poser avec l'incapacité et l'impossibilité constitutionnelle pour le président de la République de candidater à un troisième mandat, on le sait. Donc, est-ce que Renaissance, est-ce qu'En Marche va réussir à maintenir une structure et autour de qui pour poursuivre, évidemment... Oui, est-ce que ce n'est pas le parti du seul Emmanuel Macron, en gros, c'est ça. Le centre a une histoire, évidemment, plus ancienne, et on l'a vu, on aurait pu même commencer avant le Parti démocrate populaire en 1924. On a eu, évidemment, le MRP, le CDS, l'UDF. Donc finalement, il y a les réformateurs. Il y a une continuité et une philosophie politique qui puise aussi son ancrage et sa composante identitaire dans des courants de pensée qui, au fil des années, ont réussi à se rassembler, parfois à se diviser, mais finalement sont toujours là. Je pense évidemment aux héritiers de la démocratie chrétienne, je pense aux libéraux, je pense aux radicaux. Donc cette famille centriste, elle est plurielle, elle est diverse, mais on a réussi quand même à démontrer, je pense, en 2017 et en 2022, qu'elle arrivait à se rassembler lorsque les enjeux étaient importants. Et parmi ces enjeux, aujourd'hui, on l'a tous à l'esprit, c'est évidemment l'extrême droite qui est beaucoup plus présente qu'auparavant. On a l'impression aussi qu'il y a peut-être une sensibilité sociale un peu plus forte au MoDem. Solidarité, territoire. Oui. C'est souvent ce qu'on me dit lorsque, on l'a vu ces dernières années, on a un certain nombre de militants de Renaissance, de l'UDI, parfois de la droite, en tout cas de divers droites qui nous ont rejoints, et avec le discours qui consistait à dire on sent au MoDem, au sein de la majorité présidentielle, une appétence et surtout le rôle de vigie sur les enjeux territoriaux et les enjeux liés à la solidarité. Et donc, est-ce que, comme beaucoup d'élus locaux, vous pensez qu'il y aurait quand même encore un effort considérable à faire en matière de décentralisation, d'autonomie au fond des pouvoirs locaux? Oui, alors c'est marrant que vous me posiez la question parce que juste avant de venir sur votre plateau, j'étais en audition avec Éric Woerth. Ah oui, qui est chargé de mission. Effectivement, ancien ministre chargé par le président de la République d'une mission sur une nouvelle décentralisation, je dirais plutôt une meilleure décentralisation. Moi, je crois aujourd'hui qu'au MoDem, on n'appelle pas à un grand soir. On n'appelle pas à redéfinir tous les périmètres, à supprimer des échelons de collectivités de partout. Je pense néanmoins qu'il y a besoin d'une meilleure décentralisation. C'est-à-dire qu'il faut clarifier les compétences et surtout il faut redonner aux territoires et notamment aux communes les moyens et les capacités et le pouvoir d'agir. Ça passe par évidemment réaffirmer quelque chose qui est aujourd'hui dans notre Constitution, c'est la libre administration des collectivités. Et pour que celle-ci soit efficiente, il faut une fiscalité et donc une autonomie fiscale et financière réelle. Moi, je me suis
non pas opposé à la suppression de la taxe d'habitation, parce que je comprends qu'elle ait un intérêt en termes de pouvoir d'achat pour nos concitoyens. Mais force est de constater que quand j'endosse le costume de maire, c'est un petit peu plus compliqué. Donc il y a encore des choses, sans m'étendre sur le sujet, mais il y a des choses encore en matière de décentralisation à peaufiner, mais pas uniquement en matière de décentralisation, et je crois que c'est important de le dire, aussi en matière de déconcentration. C'est-à-dire qu'on aura des collectivités fortes si on a des pouvoirs de l'État qui sont eux aussi forts dans les territoires. Et là, ça passe... La déconcentration, c'est de l'État. Hein, c'est l'État, c'est-à-dire que c'est l'État, c'est notamment le préfet. Oui, c'est le préfet. Ouais. Nous, ce qu'on demande aujourd'hui, c'est... On parle souvent du couple maire-préfet. Oui. Mais ayons un préfet qui ait une autorité réelle sur l'ensemble, au passage trop nombreuse, des agences départementalisées de l'administration centrale. Et donc là, il y a encore des choses à faire. Les premières pistes qui ont pu être proposées par Éric Woerth, moi, me semblent plutôt aller dans le bon sens. Après, il y aura des débats et il faudra surtout, si réforme il y a, qu'elle puisse faire consensus à la fois au Sénat, qui, je le rappelle, est quand même la chambre des collectivités territoriales, et à l'Assemblée. Mais on a eu l'occasion de faire un certain nombre de propositions et je crois aussi qu'il faut arrêter avec un discours ambiant, et je me permets de faire cette petite digression au moment où on parle d'un déficit record pour l'État, oui, de dire qu'il faut aller eh bien, mettre à contribution davantage les collectivités. Ce discours est mortifère, et François Bayrou a eu l'occasion de le dire au moment du Congrès. Il faut arrêter de dire que les collectivités aujourd'hui sont trop dépensières. Les collectivités investissent autant qu'elles le peuvent encore aujourd'hui. Je rappelle, c'est 70 à 80% de l'investissement public du pays sont portés par les collectivités, et notamment par le bloc communal. Quand on investit dans les services publics. Et donc aujourd'hui, nous mettre à contribution, à l'heure où on connaît des crises évidemment énergétiques, on a connu le Covid, on en connaît l'inflation, qui ont un impact considérable sur nos budgets communaux, notamment sur nos dépenses de fonctionnement, avec, pour le coup, une capacité à réinvestir qui s'amenuit, venir nous mettre à contribution alors que nous, on vote des budgets à l'équilibre chaque année, ça passe pas. Ça passe pas, et il faut que des personnalités, comme le fait François Bayrou, osent dire au gouvernement, et notamment au ministre de l'économie, que c'est pas la bonne direction. On peut travailler sur l'efficacité des services publics au niveau national, et là je pense qu'il y a encore des marges de manœuvre. Et puis vous avez vu, il y a un certain nombre de réformes qui pourraient être menées, notamment sur l'assurance chômage, où là je pense qu'il y a encore des pistes d'économie à réaliser, mais il ne faut pas que ça se fasse non plus au détriment de notre modèle social. Oui. des chômeurs. Et justement, mais on a, oui, en effet, un déficit budgétaire colossal. On a une dette de plus de 3100 milliards d'euros. Et c'est assez compliqué parce qu'on est dans une tradition de la dépense, hein, de gouvernement par la dépense. Et ce qu'on voit, c'est vrai, en effet, qu'on dépense beaucoup et les gens ne sont pas contents de leur service public. En gros, il y a ces deux aspects. Où est-ce que vous verriez des économies à faire? Alors justement, moi je pense qu'il faut surtout pas rentrer dans un espèce de concours l'épine oui. on va réduire ici. Voilà. Là, je sais pas si vous... Enfin, tout le monde ouvre aujourd'hui la presse chaque matin. Chaque matin, oui, il y a... une suggestion. Une suggestion. Alors, c'est le rôle des parlementaires, c'est le rôle du gouvernement, mais je crois qu'il faut se poser. Il faut d'abord partir du service public et de l'efficacité du service public. Il y a des services publics qui nécessitent des besoins. Les hôpitaux, l'éducation, on sait qu'il va y avoir des efforts à faire. On peut aussi se féliciter finalement sous les deux quinquennats d'Emmanuel Macron d'avoir remis aussi du budget sur les dépenses militaires. Ça coulait pas de source au moment où on le faisait, puisqu'on était quand même un petit peu éloigné des conflits, des grands bouleversements mondiaux qui sont devenus légion aujourd'hui. Bon. Mais néanmoins, moi je pense qu'il faut regarder sur la partie des agences de l'État, encore une fois. Je pense qu'il y a beaucoup d'instances qui gèrent des parties de politique publique et qui ne sont pas rattachés directement, comme je le disais, dans les territoires sous l'autorité du préfet. Donc posons-nous la question de l'efficacité du service public avant de dire on va aller réduire ici ou réduire là. Après, juste une chose, il faut aussi garder à l'esprit que la dette n'est pas toujours et n'est pas par essence une mauvaise chose.
Ce qui est mauvais, c'est lorsque, comme c'est le cas aujourd'hui... Oui, les dettes d'investissement, si voilà. je peux dire. Voilà. Sauf qu'aujourd'hui, on s'endette, l'État s'endette. Oui, parce qu'il faut rembourser. Et pour rembourser le capital, pour rembourser la dette, et pour pouvoir payer ses fonctionnaires. Ça coûte beaucoup plus cher que ça n'a coûté il y a quelques années. En revanche, la dette d'investissement, et notamment, et François Bayrou l'a dit, la dette qui permet à la fois de réamorcer une croissance, et notamment une croissance verte, c'est-à-dire engager des dépenses qui permettent de réaliser cette fameuse transition écologique, énergétique, et notamment en lien avec les territoires, ça paraît tout à fait légitime. Par contre, on sera évidemment attaché à ce que l'objectif de retourner aux 3% ou sous les 3% à horizon 2027 puisse être maintenu. On ne peut pas se maintenir aujourd'hui avec un tel niveau d'endettement. Donc il va falloir essayer de jongler avec tout ça. C'est pas une mince affaire. C'est pas facile. C'est pas facile. Mais ne freinons pas ce qui fonctionne, c'est-à-dire ne freinons pas l'investissement public et ne freinons pas non plus les investissements qui sont réalisés en faveur de la transition énergétique notamment. Je reviens d'un mot sur la proportionnelle qui est proposition assez ancienne du MoDem. On voit quand même, au fond, en 2022, ça s'est passé un peu comme s'il y avait eu la proportionnelle, si je peux dire. C'est-à-dire que la proportionnelle, ça ne garantit pas, loin de là, une majorité absolue à l'exécutif. Oui, mais je pourrais vous dire que le scrutin majoritaire non, alors du coup, on a l'exemple de 2022. Moi, je crois que les lignes ont changé et ont bougé. À l'époque, on nous disait la proportionnelle, c'est impossible, ça va faire rentrer les extrêmes à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, ils y sont. Ce qui est assez marrant à observer, c'est que ces mêmes personnes, aujourd'hui, sont plutôt réceptifs à l'idée de proportionnelle parce qu'ils comprennent bien que ça peut être aussi la garantie de la survie de leur courant de pensée. Aujourd'hui, le scrutin majoritaire pourrait, demain, à l'heure où l'extrême droite est très haute, évidemment placer le Rassemblement national, en l'occurrence, en situation de majorité absolue. C'est quelque chose qui est possible. La proportionnelle permet à chaque courant politique d'avoir sa représentation, évidemment, à l'Assemblée nationale. Alors, moi, je ne suis pas favorable à une proportionnelle intégrale. Oui, après, il y a des... Et ça, je pense qu'il faut le dire à nos concitoyens. Et d'ailleurs, le MoDem le dit, et ceux comme Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, qui défendent cette idée, le disent aussi, c'est une part de proportionnelle. Elle a pour effet de corriger finalement la brutalité du scrutin majoritaire, et elle appelle finalement à des compromis et à du dialogue entre les mouvements politiques. C'est là que je voulais en venir. On voit quand même ce qui se passe depuis 2022, que cette culture du compromis, du dialogue, qui est la vôtre, qui est celle des centristes, mais elle est pas vraiment partagé. On voit bien que dès qu'on fait un pas vers l'autre, on a l'impression de se trahir. Mais ça, c'est parce que, Patrice, on s'arrête souvent sur les textes qui ont posé des difficultés, qui sont souvent... Oui, alors c'est vrai qu'il y a un tas de textes qui passent... Des textes à marqueur politique fort, où il est normal on a vu sur les retraites, on a vu sur l'immigration... mais n'oublions pas qu'on a des dizaines de textes qui sont passés, et des textes importants qui passent en majorité relative. Donc c'est aussi le rôle du Parlement, finalement... Mais est-ce qu'il ne faudrait pas, peut-être que la proportionnelle aiderait à ça, mais installer cette culture du compromis, du dialogue? Moi, j'y suis favorable, ça se fait... Quand on voit parfois les séances à l'Assemblée, on se dit qu'on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Après, la proportionnelle peut résoudre des choses, néanmoins, il ne faut pas non plus miser sur la proportionnelle pour dire que c'est la meilleure façon de combattre les extrêmes. La meilleure façon de combattre les extrêmes, ça reste le débat d'idées et ça reste de proposition contre proposition. Et ça, il faut le faire. Et ça, je crois que ça se fait à la fois au sein de l'hémicycle, mais sur le terrain, et notamment au plus près de nos concitoyens. Alors, notamment aux européennes. Oui. On est en pleine campagne. On a l'impression, justement, alors, il y a un regain des souverainismes, des populismes, même partout, enfin en France, mais partout un peu en Europe. Et au fond, on a parfois un peu l'impression que les pro-européens sont un peu paralysés par cette montée-là et n'osent pas assez dire leurs convictions européennes. Vous trouvez pas ? Alors je suis d'accord avec vous, mais je pense qu'il faut aussi dire que le camp des pro-européens a gagné une bataille idéologique majeure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est à quelques mois, quelques semaines du scrutin du 9 juin des élections européennes. Plus personne ne parle de Frexit.
Oui, plus personne n'en de parle. façon assumée. Quand vous prenez les propositions Exactement. Je parle du Rassemblement national, ou même un peu de LR, c'est-à-dire que si on prend tel traité mais pas celui-là, si on prend tel accord mais pas celui-là, on découle l'Europe, on défait l'Europe. Oui, mais ça veut dire une chose, ça veut dire que... On ne dit plus qu'on est pour le Frexit, mais... Ça veut dire qu'il est devenu quand même impopulaire pour ses formations politiques d'évoquer de façon claire et assumée la sortie de l'euro, la sortie de l'Europe. Ouais. Au passage, je rappelle que si nous n'avions pas l'euro, nous n'aurions pas résisté aux chocs et aux crises économiques et notamment inflationnistes que nous connaissons aujourd'hui. Il suffit de regarder dans d'autres pays comment ça se passe et regarder ce que pense aujourd'hui le Royaume-Uni, les Anglais évidemment, du Brexit. Donc il y a eu une victoire idéologique. Néanmoins, je pense que l'Europe souffre encore d'une chose, c'est l'image technocratique et finalement assez distante des préoccupations du quotidien qu'elle renvoie. Et là, je crois qu'il y a un travail énorme encore à faire, et c'est ce que font nos députés européens depuis 2019, ceux qui ont été élus. On va pouvoir s'appuyer sur un bilan aujourd'hui. Aujourd'hui, la liste de la majorité présidentielle, à laquelle d'ailleurs, vous l'avez dit, l'UDI s'est rallié. Les centristes, encore une fois, qui se rassemblent lorsque les enjeux sont importants. Comment vous expliquez parce qu'ils étaient avec LR. Je crois qu'ils ne sont pas forcément très emballés par la ligne politique incarnée par LR et par Bellamy. Et il faut surtout rappeler que l'UDI, aux dernières élections européennes en 2019, avait fait une liste indépendante. Alors, ils n'avaient pas recueilli, évidemment, le score et le résultat espéré, en faisant un tout petit peu plus de 2%. Mais néanmoins, ils se sont toujours démarqués des Républicains ou de l'UMP sur l'Europe, et ils sont évidemment avec nous. Juste un dernier mot là-dessus, sur l'Europe et sur l'enjeu de la campagne des Européennes. Je vais vous prendre un exemple très concret. J'étais la semaine dernière auprès des bénévoles des Restos du Cœur sur la commune de Villepreux. Eh bien, ça, je pense que nos concitoyens ne le savent pas, mais si les Restos du Cœur aujourd'hui arrivent à faire ce qu'ils font, c'est-à-dire des actions de solidarité auprès des plus démunis et des plus précaires, c'est parce qu'ils sont subventionnés par l'Union européenne. Ils sont aidés par l'Union européenne, notamment par l'acheminement de denrées, mais aussi par des fonds européens. Et donc moi je crois que dans les semaines qui arrivent de la campagne des européennes, il faut que nous arrivions à démontrer à nos concitoyens que l'Europe du quotidien, elle est partout, et que l'Union européenne, c'est pas uniquement des fonctionnaires à Bruxelles qui décident de directives et de normes, où après on... Et encore, on dit beaucoup ça, mais enfin, en réalité, c'est souvent les États qui sont... Oui, alors souvent, on surtranspose. Voilà, on dit c'est Bruxelles, mais en réalité, ce sont les États. Il nous arrive parfois qu'il y a un mensonge un peu comme ça. De transposer, mais donc voilà, je crois que... La surtransposition même, dont on a parlé... Donc replacer le débat où il doit l'être, c'est-à-dire concrètement ce qu'apporte aujourd'hui l'Europe dans notre quotidien, et surtout ne pas non plus oublier que derrière cette élection européenne se joue beaucoup plus que cela, se joue aussi l'avenir du monde, il faut le dire. Oui, c'est-à-dire qu'on arrive aussi à un moment où il y a la guerre en Ukraine, il y a le risque, entre guillemets, de l'élection de Trump aux États-Unis. Donc oui, vous avez aussi la Russie, évidemment. La Russie, bien sûr, la guerre en Ukraine. Voilà. Et donc, ces deux éléments font que l'Europe va être de plus en plus essentielle pour notre avenir. Bien sûr. Mais sur des grands enjeux, on évoquait tout à l'heure les dépenses militaires, sur l'Europe de la défense. Sur évidemment la lutte aussi contre le dérèglement climatique, où on sait qu'on pourra parvenir à un avenir énergétique si on s'entend entre pays. Justement sur la défense, je posais la question à Othman Nasrou, est-ce qu'il est favorable à une défense européenne? Ils disent non, c'est une défense, et chaque nation doit avoir sa défense. Est-ce que vous êtes favorable à une défense européenne? Oui, j'y suis absolument favorable, parce que la défense européenne, ça ne veut pas dire perte de souveraineté. Ça ne veut pas dire que vous allez dissoudre vos forces militaires ou même votre diplomatie, c'est être ensemble. Donc oui, j'y suis favorable, et grâce d'ailleurs à l'action du commissaire Thierry Breton et de nos eurodéputés qui ont bien œuvré sur le sujet pendant leur mandat qui s'achève, je pense que nous avons la possibilité d'y arriver. Donc ça, c'est un sujet important, et on le voit bien, qui est cruellement d'actualité aujourd'hui avec les grands bouleversements aux portes de l'Europe qu'on évoquait à l'instant.
y a quelques figures comme ça qui sont des figures un peu historiques du centre. Est-ce qu'il vous... Alors, vous étiez pas né, vous étiez très jeune. Jean Le Canuet, par exemple, ça vous dit quelque chose? Jean Le Canuet, bien sûr, évidemment. Alors, c'est marrant parce qu'hier soir, j'étais au bureau exécutif du MoDem. L'amphithéâtre dans lequel on se réunit porte son nom. C'est comme un symbole. Évidemment, Le Canuet, mais on pourrait citer... Alors, Jean Le Canuet, il faut raconter, il a été candidat en 1965. Il a fait un joli score, enfin 14-15% contre De Gaulle, et puis il a incarné un centre, plutôt centre, ce qu'on appelait démocrate et chrétien. Oui, et puis le Normand que je suis, évidemment... des droits en mer de Rouen. Exactement, l'a forcément à l'esprit. On pourra citer de façon plus ancienne Marc Sangnier et justement alors ça c'est tout l'héritage chrétien. Voilà, démocrate chrétien qui là aussi, vous me posiez la question de ce qui peut nous démarquer peut-être de Renaissance ou d'autres composantes de la majorité présidentielle. C'est aussi cet héritage. Et je crois qu'on le voit lorsqu'on aborde aussi des grands sujets sociétaux. Alors il y a des sujets où évidemment nos positions ont évolué. Les centristes ont été quasi unanimes sur la constitutionnalisation de l'IVG. Oui. Là on a un projet de loi qui nous pose plus de questions. Sur la fin de vie. Sur la fin de vie. Donc, là où, oui, c'est souvent un problème individuel. Et c'est de la liberté de vote. Ça va être la liberté de vote pour nos parlementaires. Chacun votera en son âme et conscience. Mais je crois aussi que la richesse du centre, en regardant justement cet héritage, et notamment cet héritage issu de la démocratie chrétienne, c'est justement ce respect de la diversité des opinions, notamment sur ces grands sujets sociétaux. Dans une image plus réformatrice, Jean-Jacques Servan-Schreiber? Oui, aussi. Ça vous a marqué? Effectivement, effectivement. Je viens un peu loin, mais... Non, mais bien sûr. Mais c'était la réforme, au fond, le sens de la réforme, de la modernisation, de la décentralisation. Et il faut quand même avoir à l'esprit que les grandes réformes, intéressement, participation, IVG, abolition de peine de mort, sociétales, mais pas uniquement, ont été quand même menées et conduites au moment où nous avions des centristes aux responsabilités. Pas toujours à la présidence de la République, mais parfois en tant que Premier ministre ou Giscard, ministre. Évidemment, avec si on cite deux personnalités, je dirais plus contemporaines, Giscard d'Estaing et Simone Veil. Aujourd'hui, tout le monde se revendique de Simone Veil. Oui, bien sûr. Il y a deux personnalités dont tout le monde se revendique aujourd'hui, c'est De Gaulle, alors sauf les centristes, on est les seuls à ne pas se revendiquer de Gaulle, et Simone Veil. Si on prend Giscard et Simone Veil, de Gaulle, Pompidou, etc. Alors nous, on n'a pas la nostalgie du gaullisme, mais néanmoins, on peut avoir la nostalgie de la figure de l'homme d'État. Ça, c'est clair. Mais voilà, dire que il y a des figures centristes qui ont marqué la vie politique française par leur concrétisation et les réformes qu'elles ont réussi à faire passer. Souvent, on dit sous la Ve République, et c'est vrai que vous parliez de l'alternance droite-gauche, et c'est vrai que la Ve République, les institutions de la Ve République ont favorisé le bipartisme, mais bon, le centre a fini par... avec Emmanuel Macron... L'espace central. L'espace central. Mais on dit souvent qu'il faut un candidat à la présidence de la République pour exister sous la Ve République. Vous pensez qu'il faudra un candidat du MoDem? Je pense qu'il faudra un candidat qui incarne le centre, ou en tout cas qui incarne l'espace central, c'est évident. Aujourd'hui, il n'est de secret pour personne que François Bayrou, il y pense. Il y pense, mais parce que c'est quelque chose qui est en lui, c'est son engagement. François Bayrou, il a envie de se rendre utile pour son pays et il a encore un certain nombre d'idées et d'idéaux à apporter et à défendre. Donc de là à vous dire que ça passera par une candidature au premier tour de l'élection présidentielle, je ne sais pas. En tout cas, il faudra peser, en tout cas. Oui, il faudra peser, mais il ne faut pas peser uniquement pour des logiques comptables et de négociation derrière. Il faut peser sur le plan des idées. Oui. Il y a quelque chose qui serait dramatique, à notre sens, c'est que les deux mandats d'Emmanuel Macron et finalement l'espace central, le courant central à la tête du pays sur évidemment le gouvernement et la présidence de la République ne soient qu'une parenthèse ou un épisode. Nous, notre enjeu, c'est de faire en sorte que cet ancrage puisse être pérenne
et que finalement le courant central, je dis central parce que le courant central, on voit bien que ça va des centristes, mais que c'est plus large que ça. Il peut y avoir des personnalités, comme on l'a dit, d'une droite plus humaniste, républicaine, modérée. Gauche, je pense à quelqu'un comme Édouard Philippe, ou de l'autre côté, les sociodémocrates. Si on arrive à maintenir ce bloc central, je pense que nous parviendrons à mettre à l'écart les extrêmes. Néanmoins, oui, ça va être le grand enjeu, hein. Voilà, et donc il faut nous prémunir d'une chose qui est parfois arrivée dans l'histoire du centre, on l'a vu, c'est les divisions. Et donc là, il est clair qu'on ne pourra pas se payer le luxe d'avoir, comme la droite l'a eu, du Chirac-Balladur ou une division. Voilà. Donc il faudra s'entendre. Mais l'heure aujourd'hui n'est quand même pas encore à l'élection présidentielle. Voilà. En tout cas, moi je suis assez optimiste parce que quand je vois qu'on en arrive tous à se rassembler pour les élections européennes, ça montre qu'on arrive quand même à dépasser les étiquettes politiques et les clivages partisans, notamment pour porter un projet auquel nous sommes tous attachés. Dans un monde où il y a beaucoup de buzz, beaucoup de simplification, parfois de gens qui parlent vraiment de ce qu'ils ne connaissent pas, est-ce que c'est facile d'être le représentant d'un parti qui est plutôt le parti de la raison face aux passions qui se déchaînent ? Non, c'est pas évident. Qui sont les passions du populisme, notamment. C'est pas évident, notamment parce qu'un des enjeux pour nous, je pense que c'est d'arriver à parler à une partie de l'électorat que nous avons un peu plus de mal à toucher. Et c'est là où je disais que le terrain est important. Il faut délaisser les jeunes, les quartiers populaires, les zones rurales. En gros, si je fais simple, il ne faut pas qu'on s'adresse uniquement à un profil de CSP+. Oui. On a souvent été un petit peu été taxé d'être un parti d'intellectuels. On voit que les jeunes sont attirés plutôt par. Et bien sûr, et moi je suis très fier, mais je suis très fier de voir qu'au MoDem, depuis 2 ans, on a réussi à recréer, à relancer un mouvement jeune, qui seront d'ailleurs mobilisés non loin d'ici sur les campus universitaires pour les campagnes européennes. Et je serai à leur côté évidemment, parce que vous avez raison, l'Europe, rappelons-le, c'est Erasmus et c'est plein d'autres choses. Mais pour répondre à votre question, c'est pas évident. C'est la raison pour laquelle, oui, il faut être sur les outils numériques, il faut être sur le terrain, je l'ai dit, et il faut surtout essayer de rendre concret les choses pour nos concitoyens. C'est-à-dire que lorsqu'on a des propositions, quand on parle de proportionnel ou quand on parle d'Europe, il faut dire ce que c'est. Voilà, il faut démontrer que l'utilité est avérée et que ça va changer de façon réelle et concrète le quotidien des habitants. Donc ça, on s'y attelle. Mais c'est un combat de tous les jours. En tout cas, nous, on a un point d'orgue. On ne veut pas céder dans ce que vous avez dit, le buzz, les petites phrases, et finalement faire appel à la passion. Si on fait appel à la passion et à l'émotion, ça c'est ce que font très bien les extrêmes, c'est peut-être plus facile, mais finalement on voit que derrière il y a souvent... Après il faudra gouverner. Il faudra gouverner, et souvent il y a du mensonge derrière où on travestit un petit peu la réalité. On fait le pari de l'intelligence collective, on fait le pari, vous l'avez dit, plutôt de mobiliser la raison. C'est pas le chemin le plus simple, mais je suis persuadé qu'au bout du chemin, en tout cas, c'est ce qui s'avérera être le plus opportun pour sortir notre pays de la situation dans laquelle il est et surtout d'arriver à réconcilier le politique et nos concitoyens. Merci beaucoup, Jean-Baptiste Amani. Merci à vous.